Et bienvenue à tous en ce mercredi 2 juillet. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire de la saison. Je suis très bien entourée avec Gwenaëlle Masson, Laura Chambron, avec vous qui êtes aussi connectés. On va être une petite centaine en live. On a 1 heure devant nous. On a voulu choisir un sujet dédié aux formateurs pour finir la saison. C'est la deuxième partie d'un live qu'on a fait il y a 1 mois avec Laura et Gwenaëlle sur le métier de formateur, comment devenir formateur, et ça tombait bien parce que Laura comme Gwenaëlle sont tous les deux formateurs FPA, donc pratiquent depuis plus de 15 ans, donc 30 ans à eux deux réunis, ça fait quand même une carrière assez significative. Et donc pour ce deuxième webinaire, on s'est préparé à vous évoquer en fait les formations pour durer dans le métier et pour rester quand même au top de sa pratique. Et je pense que ça pourra intéresser pas mal d'entre vous. On est en mode discussion, on n'a pas de présentation, on va être assez en improvisation aussi. On l'a préparé, mais on est là pour discuter. On va prendre évidemment vos questions. On vous a laissé l'onglet chat aussi pour interagir avec nous. On a préparé quelques sondages, évidemment. Gwenaëlle, Laura, comment ça va? Est-ce que malgré la chaleur, vous vous en sortez bien? Oui, c'est climatisé de mon côté et il fait pas très très chaud, donc ça va. Et de mon côté, j'ai l'air naturel climatisé de la Bretagne, donc tout va bien, de la Bon, pointe Bretagne. les Bretons, on vous envie, on sait que vous êtes très nombreux sur OF Connect. Moi, je me représente, Pascal, je m'occupe de Digiformag et d'OF Connect depuis maintenant 3 ans. On gère une communauté de plus de 5000 centres de formation avec beaucoup d'OF indépendants, mais pas que. Et effectivement, on a pas mal de formateurs aussi, alors formateurs sous-traitants, formateurs chevronnés, néo-formateurs, on a un peu tous les publics. Et d'ailleurs, pour commencer, on avait un premier sondage pour savoir, parmi les présents, depuis combien de temps vous êtes formateur? Est-ce que c'est depuis moins d'1 an, moins de 5 ans, plus de 10 ans? Est-ce que vous êtes comme nos intervenants, des formateurs chevronnés? On vous laisse répondre. Bon, ben, c'est bien, on a quand même la moitié qui sont des formateurs de longue date et on a quand même quelques petits nouveaux dans le métier. Super. Alors, Laura, Gwenaëlle, déjà merci à vous d'être venue, de participer à ce live. On a voulu préparer ce sujet en se disant, voilà, c'est un métier formateur aujourd'hui, la plupart démarrent vers les 38-40 ans. C'est un métier où pour durer, il faut de l'énergie. C'est un peu comme le métier de prof, hein, finalement. Hein. C'est pas anodin. On démarre généralement très fort en disant on va faire 5 formations par semaine toute l'année et puis on se rend compte qu'avec l'âge, avec le temps qui passe, avec les apprenants aussi qui changent d'exigence, le Covid, entre-temps, vous avez connu le Covid, il y a effectivement beaucoup de choses à prendre en compte pour pas évidemment baisser en qualité et garder quand même la passion. Et finalement, la première question que je voulais vous poser, c'était à quel moment vous vous êtes dit en 15 ans de carrière, bon là, il y a un truc qui pêche, je perds un peu le fil, ou alors je suis en train d'être moins bon, et ça se ressent pendant mes formations. Est-ce que vous vous êtes dit ça à un moment donné? Oui, tu me laisses. Alors, je sais pas si je me suis dit ça. Par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours fait, c'est de me former au fur et à mesure. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où je sentais, et je sens toujours, hein, que ça va très vite, que ça avance, qu'on a des phases avec des nouveautés, etc. Et que si on prend pas le train en route, ben, on est vite obsolète. Et ce que je me dis souvent, c'est si je formais aujourd'hui comme je formais il y a 15 ans, je pense que je me prendrais des tomates dans la figure parce que je serais restée à l'époque d'il y a 15 ans et là, voilà, ça serait compliqué, je pense. Et toi, Donc, je Gwenaëlle, me suis formée un peu tout au long. ça marche. Et moi, alors, ça rejoint un peu Laura, c'est-à-dire je me suis formé aussi un peu tout au long. Néanmoins, il y a eu quand même, surtout une fois dont je me souviens, je travaillais depuis pas mal d'années en fait, enfin en tout cas une partie de mon activité, c'était avec des alternants et donc bac+2, bac+3, des bachelors, et en fait, je prenais plaisir et à un moment donné, je prenais plus de plaisir. Enfin, ça s'est émoussé un peu, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais j'ai commencé à diminuer mon nombre d'interventions chez ce prestataire en sous-traitance, en disant: «Je vais arrêter, ce module-là ou cette promo-là». Et puis à un moment donné, j'ai dit: «En fait,
je me suis vraiment rendu compte l'année suivante que c'était vraiment avec le public avec qui je prenais vraiment plus de plaisir. Et c'était important, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était pas de dire c'est de la faute du public ou quoi que ce soit. C'est que finalement, moi, sans doute, moi j'ai évolué aussi en âge. Deux, mes méthodes, elles pouvaient correspondre ou elles pouvaient s'adapter. Mais l'autre chose, c'est surtout, est-ce que j'avais envie de m'adapter à l'évolution de ce public? Et pour moi, c'était non, c'est j'avais pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Donc certains le feraient, mais moi Ouais. non. Et ça a été un choix stratégique de me dire: «Bah, je vais rester sur mon public d'adultes, vraiment, pas l'adulte post-bac comme c'était le cas, mais vraiment, l'adulte en formation continue sur lequel je prenais le plus de plaisir et là, j'avais envie de mettre de l'énergie et ça, pour moi, c'était un point clé. C'était: «Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie à un endroit ou pas? Est-ce que je commence à m'ennuyer ou à perdre du plaisir?» Et ça, pour Ouais. moi, c'est un des signaux, en fait, qui permet de se dire: «Je suis Mm. plus à ma place». Ben, c'est ce Mais on qu'on s'était un disait, Où petit en je dois fait. me for où je dois me former pour m'adapter, quoi. Mais, Mm. et du coup, la question, c'est est-ce que je veux, moi, m'adapter à ce public et c'est possible ou pas? Ouais, donc premier conseil déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui sont, peut-être en début de carrière, savoir qu'il va falloir faire des choix. Dire non, effectivement, pour, pas se lasser, pour pas devenir le formateur aigri que personne ne veut être, évidemment. Et puis il y avait cette, notion aussi de peut-être d'être bon dans un thème en particulier, Mm. avoir la maîtrise de son sujet et je pense que tous les 2 là, au bout de 15 ans de carrière, vous vous êtes pas dispersés. Vous avez chacun, votre ligne de conduite et c'est ça qui fonctionne. Beh, j'ai Et commencé, moi, tu après, vois, j'ai commencé avec pas mal assez centré quand même sur des sujets, mais au tout début, on m'a offert des sujets qui étaient un peu parallèles à mes sujets de prédilection et mon domaine d'expertise et que j'ai accepté et c'était un peu parallèle. Je l'ai fait, mais je prenais moins de plaisir quand même sur ces sujets-là et très vite, en fait, quand même, au fur et à mesure, je me suis centré, j'ai dit: «Voilà, c'est là-dessus que j'interviens, je suis spécialisé là-dedans», que ce soit relations humaines, enfin voilà, ou pédagogie. Mais et ça, pour moi, je crois que c'est important parce que ça veut dire que du coup, on peut allier souvent en tant que formateur, enfin surtout formateur de formateur, on prêche dans les entreprises de dire: «Attention, ne mettez pas tous vos experts formateurs, tous les experts sont pas des bons formateurs», quoi. Donc mais c'est important en fait d'être et expert quand même dans son domaine et formé à la pédagogie et donc formateur. Et quand on combine les 2, bah, je pense, enfin là, c'est un point de vue personnel, hein, mais je pense qu'on a vraiment un formateur au top dans le sens où il va être passionné par ce qu'il fait et il sait de quoi il parle et généralement, quand on est expert de son domaine, on est toujours Ouais. curieux dans ce domaine et on continue à s'améliorer et ça, je crois que c'est hyper important pour nous comme pour notre public. C'est aussi une question d'éthique, je pense. mm. Ouais, moi, j'ai eu deux parties de carrière, du coup, puisqu'au début, j'étais juriste, donc j'ai commencé à faire des formations en juridique, droit du travail, et j'ai formé les CSE. Et donc, je continue à me former continuellement sur tout ce qui était juridique pour être à jour, évidemment, etc. Donc, cette expertise, elle était nécessaire. Et quand j'ai vu que je perdais en expertise et qu'en effet, comme Gwenaëlle, j'avais plus l'énergie pour Mmh. continuer de garder cette expertise-là, ben, j'ai tout doucement migré vers la formation de formateur et j'en suis ravie aujourd'hui. Et du coup, je me suis spécialisée dans le numérique, dans les outils, dans la pédagogie, etc. Et j'œuvre là tous les jours pour essayer de me dire à quel moment je continue de me former sur ces domaines qui sont mes domaines d'expertise. Alors, j'ai la chance que ce soit les mêmes finalement, l'expertise maintenant et l'ingénierie pédagogique, mais je rejoins Gwenaëlle que il faut être à la fois compétent dans son domaine d'expertise, puisqu'en face, on a des gens qui attendent de nous qu'on réponde quand même à des questions opérationnelles qui vivent sur le Mmh. terrain et l'expertise pédagogique que nous, on va aller renforcer par d'autres finalement compétences qui ne sont pas que des compétences techniques pédagogiques, mais aussi des compétences de soft skills, des compétences, on va le Ouais. voir là, qui sont un peu à côté aussi de l'ingénierie pure pédagogique. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on a un troisième volet qui s'ouvre, c'est ma posture, quel formateur je veux être, quel formateur j'ai envie quelle formation j'ai envie de vivre moi aussi et de faire vivre à mes apprenants. Et tout ça, c'est aussi une question à se poser. Et et puis j'avais envie de dire en plus, avant de partir sur la posture, qu'il y a aussi une question, ça dépend si on est indépendant ou pas, mais en tant qu'indépendant, il y a quand même aussi à un moment j'ai envie de dire ce choix pour durer, c'est pareil, je pense, ce n'est qu'une opinion, de aujourd'hui 15 ans, enfin presque 15 ans de recul dessus en tant qu'indépendant, mais
plus on va être spécialisé, plus on va être reconnu dans ce domaine-là, alors que des formateurs qui forment sur tous les domaines, bah, à un moment donné, on peut vite aussi se noyer dans la masse et nous-mêmes s'épuiser. C'est-à-dire qu'en fait, à former sur plein de sujets différents, au départ, quand on démarre dans ce métier, c'est normal parce qu'on veut manger et on apprend et on prend des choses. Mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas complètement les nôtres. On va aller donc apprendre un peu ces sujets pour pouvoir être un minimum à l'aise et crédible dans ces formations. Et ça va nous prendre de l'énergie. Donc on va aussi s'épuiser un peu à survoler plein de sujets différents et passer d'un sujet à un autre. Donc il faut trouver un juste milieu, celui qui nous correspond. Notre expertise, elle peut être quand même de 2, 3 domaines, hein, c'est pas qu'un seul forcément, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller. Ça, je crois que c'est vraiment, enfin moi, c'est un conseil qui me paraît important. Mais chacun après Oui, s'écoute et se sent à l'aise. et puis pour durer, on disait qu'il fallait qu'il y ait un bon ratio entre le nombre de jours de formation par an, le prix à la journée et le chiffre d'affaires, parce que la plupart des formateurs, vous êtes quasiment tous indépendants. Enfin, on pourrait faire un sondage, mais dites-le nous dans le chat, hein. Je pense que la plupart d'entre vous êtes indépendants. Et pour durer dans le temps, il faut un chiffre d'affaires quand même minimum. C'est ce qu'on disait. On était sur du 70 000 euros par an. C'est un peu le chiffre qu'on a ressorti avec Laura et Gwenaëlle. Et pas effectivement former tous les jours, toute l'année. Je pense que les gens qui ont testé une année avec peut-être plus de 300 sessions, ça me paraît complètement Mais il faut absurde. qu'ils aient les clients. De quoi? Il faut trouver les clients pour 300 jours par an quand même, déjà. Déjà, il faut trouver C'est les clients. clair. Mais bon, tous les deux, vous en êtes à combien de sessions par an? Pour nous donner une idée, à peu près. Alors, mon maximum que j'ai eu au moment où je faisais pas mal de sous-traitance, parce que quand tu fais de la sous-traitance, bah, comme tu es moins rémunéré, tu fais plus de jours. Et au moment où je faisais plus de sous-traitance, mon maximum, j'ai dû être à 125. Et déjà, Ouais, pour j'allais te moi, dire, c'est une 110. c'est déjà énorme. Et aujourd'hui, je tourne plutôt ça dépend des années, mais entre 70 et 90, 90, c'est le grand max, quoi. Mais 70, 80, c'est bien, quoi. Ouais, Allez-y 70. dans le chat aussi. J'ai fait 110, 120 aussi. Ok. Et quand je sous-traitais beaucoup aussi, en effet. Et pour Donc, répondre juste à une question, je vois à plusieurs reprises, il y ouais. a une question qui est passée dans le chat qui demandait quels sont nos domaines d'intervention à Laura et à moi. Et juste, moi, j'interviens énormément en tout ce qui est communication non violente, donc relations humaines, communication non violente, management, gestion de conflits, parce que je suis formateur et médiateur. C'est vrai que je ne me suis pas présenté au démarrage. Et formateur de formateurs. Voilà, tout ce qui est pédagogie. Et Laura? Et moi, je suis plutôt spécialisée sur l'ingénierie pédagogique. Je suis formatrice de formateurs je propose le titre pro et la certification de formateur. Et ensuite, pour les à côté, ça va être plutôt tout ce qui est outils digitaux, digitalisation, Geniali, etc. pour tout ce qui est plutôt dynamisation numérique ou pas des formations. Alors, en tout cas, tous les deux, je sais que ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît, hein, donc je sais que vous formez régulièrement. Alors, formation, veille, salon, vous êtes en tout cas des formateurs assez exemplaires sur ce point-là. D'ailleurs, cette année, pour nous donner un exemple, c'était quoi vos formations que vous avez pu faire qui vous ont un peu marqué? Toi, Gwenaëlle, je sais ce que tu vas me dire, mais je te laisse Bah, nous le si, dire. cette année, parce que ça fait effectivement 3 ans, j'ai commencé à faire une en ligne, mais et que je l'ai pas fini d'ailleurs, qui était bien construite pourtant, mais j'ai pas fini parce que bah voilà, le problème du total e-learning, euh, on est autonome et donc forcément, bah, des fois, on finit pas les parcours. Voilà, il me reste à la finir. Mais j'en ai fait une en présentiel parce que depuis le temps, j'en voulais une. C'est dans le domaine de la facilitation graphique ou de la pensée visuelle, quoi. Parce que pour moi, c'était une corde à mon arc, non pas pour devenir facilitateur graphique, c'était vraiment pour apprendre, en fait, dans cet univers de la pensée visuelle et de la facilitation graphique, améliorer mon animation, mes supports pédagogiques en animation et même les outils que j'utilise. Je peux prendre un exemple, mais voilà, de créer des petits livrets pliables grâce à de la pensée visuelle. Et tout ça, bah, je l'ai appris effectivement en formation et avec ma veille sur ce sujet, quoi. Et ça, Tu ça peux fait nous depuis dire un moment que je m'entraîne. le nom du centre chez qui tu étais à Paris? C'était à Paris, il me Ouais, semble. à Paris, il donnait à Paris. En fait, c'est le pionnier de la facilitation graphique en France, c'est Nicolas Gros. Donc, il suffit de Ok. taper Nicolas Gros et c'est Marker Power, le nom. Voilà. Mais Nicolas Gros, et on trouve ses formations dans différents domaines de la facilitation graphique. Et après, sur LinkedIn, il y a plusieurs autres noms que je vais mettre dans le chat, d'autres noms de personnes à suivre et qui peuvent aussi former, mais qui sont intéressants. Et pareil, avant de te laisser la Ouais. parole, Laura, dans le chat, si vous avez des formations qui vous ont marqué en tant que formateur sur différents thèmes, partagez-les. On fait un peu de promo aussi, on en profite. Vas-y, Laura.
Alors, non, mais moi, je rejoins Gwenal, formation que je n'ai pas faite sur la facilitation graphique, mais il me semble qu'aujourd'hui, ça va être un vrai plus pour ceux qui m'ont déjà vu dessiner sur un paperboard, essayer, il faudrait que je le fasse, mais c'est tellement facilitant et tellement plus joli et tellement plus visuel, et pour les personnes qui ont cet aspect-là d'apprentissage, c'est top. Donc, vraiment, c'est une des formations que je conseillerais aussi. Alors, nous, chez Multiforme, l'association de formateurs là qu'on a aussi, on a fait intervenir Tiana Castelnau et ça a beaucoup plu. Alors, moi, je n'y étais pas, mais beaucoup plu. Elle est de Bordeaux et apparemment, c'était top. Ils en sont ressortis avec plein de tips. Et après, moi, ce que j'ai fait cette année, j'en ai fait 2. J'ai fait l'IA parce que j'adore quand même tout ce qui est numérique et qu'aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas déroger, ou en tout cas, ça va être compliqué de déroger à cette réalité-là. Donc, je me suis formée à l'IA. Et ensuite, j'ai fait une journée de ludopédagogie en distanciel avec Florence Poli et Juliette Fasquelle, qui était top aussi, qui m'ont repris sur voilà, où on a retravaillé un peu tout ce qui est dynamisation, ludopédagogie à distance. Et voilà pour les 2 que j'ai faites pour l'instant. Et, C'est pas et tu mal vois, je déjà. voudrais dire, moi j'ai fait sur la fin d'année dernière une en distanciel, et parce que justement je voulais me renouveler aussi dans mes manières d'animer, et je crois que c'était important, je crois que ça fait partie ça aussi pour moi d'un formateur, c'est-à-dire cette humilité de se remettre en question en allant se former, même sur des choses que l'on maîtrise, j'ai envie de dire, mais du coup de les voir faites par d'autres, approfondies, enfin, etc. Et donc c'était avec Marine Dumoulin sur les techniques pédagogiques, quoi. C'était sa formation sans outils, de sans outils à sans outils. Mais c'était vraiment orienté outils et techniques pédagogiques d'animation et donc de constitution de groupe, etc. Et il y avait énormément de techniques et la formation était bien construite, bien menée. Enfin, vraiment, Marine, je recommande. Et je trouve, moi, en tant que formateur, ça m'a permis juste de saisir tout ce qu'il me fallait pour pouvoir renouveler des petits bouts de mes formations pas à pas. Et ça, c'était bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'avais déjà vues même sur des livres ou que j'avais pu expérimenter il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, en fait, j'étais pas le même formateur et que quand j'ai essayé des choses un peu ludiques il y a 10 ans, bah, j'avais un peu un public en face de moi qui pouvait trouver ça gnangnan ou un peu enfantin. Et donc, moi, j'étais peut-être pas à l'aise. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'étais fort de toute mon expérience et je suis complètement à l'aise pour pouvoir animer aussi des choses, amener des choses comme ça. Donc, je crois que c'est important de repasser même sur des fondamentaux, Oui, parce même que 10 ans finalement, après. ces fondamentaux-là, quand on fait la formation FPA, tu C'est l'apprends, ça. les techniques pédagogiques, Non. l'animation, mais ça dépend quel bloc tu fais. Mais en tout cas, Ça ça prend mérite le d'y revenir, recul. quoi. Tu Ouais. as l'impression que toutes ces techniques-là, tu les redécouvres avec le temps parce que Ouais. tu les vois d'une autre manière quand tu as exercé pendant quelques temps aussi. Et Il y a puis, ça. suivant les Je voulais formations juste rebondir quand même FPA, sur la question de... Mais vas-y, Gwenaëlle, sur la question de Virginie après. j'allais dire, suivant les formations FPA, enfin, moi, celle que j'ai suivie, c'était en 2012, donc ça date aussi. Mais à l'époque, je n'ai rien vu sur les techniques d'animation, c'est-à-dire on m'en a listé quelques-unes, on m'a dit voilà, mais je suis pas rentré dans les techniques parce qu'on travaillait énormément, plutôt en fait, le bloc, et qui me paraît d'ailleurs essentiel, d'ingénierie pédagogique. Et Oui. en fait, derrière, les techniques, c'était à moi de les construire, de me les inventer, d'aller prendre des bouquins, si on est vraiment dans l'aspect technique d'animation, technique pédagogique. Et donc, c'est là où c'est important de pouvoir se dire, je vais chercher des formations là-dessus. Oui, et puis on Oui, y va au feeling et sur les finalement, on n'a pas apprenants, toujours la bonne méthode, quoi. Oui, Laura, tu voulais répondre à la question de Et Virginie? juste, oui, pardon, c'était Virginie qui demandait qu'est-ce que vous entendez par se former à l'IA aujourd'hui en tant que formateur. Quand je dis se former à l'IA, c'est pas se former à l'intelligence artificielle dans sa globalité, c'est vraiment axé formation et formateur. Alors à 2 titres, c'est l'ingénierie pédagogique. Comment je travaille avec l'IA pour optimiser tout ce qui est scénarisation, idée justement de techniques pédagogiques, etc. Comment je le paramètre, soit ChatGPT, soit Gemini, soit Perplexity, bon après en fonction de nos appétences, mais pas que, c'est aussi se servir de l'IA pour créer des quiz sur des logiciels particuliers. Moi, je me sers de Gamma, par exemple, pour aller générer des supports pédagogiques. Enfin, en fait, c'est savoir utiliser pour l'ingénierie pédagogique l'IA pour gagner du temps et travailler et creuser, mais toujours avec l'idée de garder Ouais. notre créativité quand même. Et après aussi au niveau administratif, hein, parce que Calliope,
je m'en sers pour mes analyses de besoins, je m'en sers pour mes tableaux de concordance, pour vérifier que j'ai un alignement pédagogique de mon évaluation jusqu'à... Et en fait, ça m'a permis de connaître tous ces éléments-là, ça m'a permis de les adapter à mon activité, plus créer des podcasts, des vidéos grâce à l'IA. J'ai gagné un temps fou en 6 mois et heureusement d'ailleurs que, vu ce que je proposais en amont, heureusement que j'ai eu l'IA qui m'a aidé à avancer quand même. Et puis, Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment apprendre les outils et les appliquer. Pour la partie IA, il y a pas mal de formateurs en ce moment sur la thématique. Accès formateur IA, je ne sais pas s'ils sont tant que ça, mais en tout cas, en nous retrouvant sur Wave Connect, pour ceux qui n'y sont pas encore, on a un canal et on peut en discuter. On ne va pas faire la promo de tous les OF sur l'IA aujourd'hui. On n'aurait pas la place et le temps. Mais je pense qu'il y en a plusieurs dizaines. Donc voilà. Et puis justement, pour rebondir, je crois que quand je t'entends dire ça, Laura, je pense que c'est important de pouvoir dire finalement, il y a plein de choses qu'on voit passer quand on fait de la veille ou autre. Et donc, on va tester des fois des outils, des IA, on voit des posts, on voit des livres blancs. Et donc, on se dit, des fois, ça peut être suffisant. Et c'est vrai, pourquoi pas. Mais si à un moment donné, on veut aller au bout de quelque chose, qu'on se dit, il y a quelque chose à tirer, bah, le mieux, c'est quand même faire une formation. Même si elle est courte, mais au moins une formation spécifique. Moi, je pense, les outils numériques, par exemple, c'est bien de se former aux outils numériques. Moi, à un moment donné, j'étais perdu après 2020. Il y en avait tellement qui se mettaient, lesquels choisir. Et à un moment donné, bah, tu es perdu entre les coûts de chaque outil, qu'est-ce que permet de faire chaque outil. Enfin, donc, c'est de se dire lequel me paraît intéressant. On les teste au départ. Puis à un moment donné, c'est une fois qu'on les a testés, de se dire, tiens, il y en a un, je vois bien que j'en exploite que 10 ou 20%. Bah voilà, moi, je sais que bah, avec Laura, je me suis formé à Geniali. En fait, c'est voilà pourquoi? Parce que ça permet d'en exploiter beaucoup plus le potentiel. Et donc, je crois que c'est important d'aller chercher comme ça des formations pour se dire ce qu'on fait, ce qu'on voit, c'est peut-être suffisant. Mais peut-être que, quitte à payer un outil numérique aussi sur les outils, bah, d'aller faire une formation, ça nous aide vraiment à pouvoir les exploiter. Ça, c'est valable sur l'IA, c'est valable sur tous les autres Et puis outils. pour Digiformat, on le dit, hein, mes collègues font des formations tous les jours. Donc, si vous voulez Eh oui. aussi vous remettre à Digiformat, on a de la ressource aussi. Bah oui, non, mais c'est ça, moi, c'est ce que j'allais dire. Digi, c'est pareil. Quand tu utilises un outil comme Digiformat, bah, à un moment donné, au départ, tu crois le savoir l'utiliser. Exactement. Bah, il y a quoi? Il y a 3 semaines, hein, j'ai demandé un coaching avec Marianne chez Digi en disant, tiens, Marianne, j'aimerais bien qu'on fasse un point. Il va falloir que tu me fasses un devis sur un coaching sur quelques heures pour que je me remette d'aplomb, vu toutes les nouveautés qu'il y a eu et que je remette tout carré. Et en même temps, je crois que c'est important, en fait. C'est un effort de Oui, temps. sinon, on se laisse. Parce que, bon, effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais vous, en tant que formateur indépendant, les financements publics, c'est compliqué. Donc là, quand vous prévoyez sur votre budget annuel, ça vient de votre poche, bien souvent. Ah oui, Oui, le FIFPL et en finance pas même grand-chose. temps, je me dis, ça sert à rien d'aller essayer de creuser à la baisse au niveau du coût, parce qu'au final, en termes d'investissement, il vaut mieux prendre une journée ou 2 demi-journées bien faites, bien fournies, avec quelque chose qui va nous ramener à analyser ce qu'on vient de faire, à analyser nos pratiques en plus, etc., plutôt que d'essayer de baisser le coût et finalement d'arriver sur une formation qui va rien nous apporter dans notre quotidien de formateur, qui va ni nous améliorer, ni nous permettre de nous remettre en question. Donc vraiment, c'est de se dire, vaut mieux en faire une bien dans l'année que 2 ou 3 Oui, apporteraient. et mieux vaut oser prendre comme ça et payer quelques heures, mais construites sur quelque chose qu'on veut faire. Ça nous évitera de perdre plein d'énergie au final sur Oui. l'année, à essayer de le faire soit par nous-mêmes ou en allant piocher à droite à gauche, parce qu'en faisant ça, finalement, on s'épuise. On s'en rend pas compte, mais on s'épuise. Donc mieux vaut à un moment donné se dire, OK, je paye, mais par contre, le truc, il est construit et à la fin, je vais savoir l'utiliser. Ça va être un gain énorme d'énergie, pas que Bon, de temps. je ne sais pas si on va savoir l'utiliser, mais en tout cas, on est apte à... La formation n'est qu'une impulsion. Ah oui, Souvenons-nous. Répétons-le, hein. Je suis en plein dedans sur l'anglais, donc je c'est peux te le vrai. dire. C'est une impulsion, mais après, il y a du travail. On a parlé beaucoup de formation sur les techniques pédagogiques, les outils. On a aussi évoqué tous les trois les questions sur la posture et les compétences plus sociales de communication. Donc ça, c'est ton sujet, Gwenaëlle. Pour ceux qui manquent d'idées de formation, je pense que là, pour le coup, tu en auras à nous partager. Bah, je crois qu'il y en a énormément et effectivement, c'est difficile de toutes les partager. Mais travailler sur la posture, à un moment donné, d'ailleurs, quand on préparait ce webinaire, tous les trois, on en a parlé. C'est-à-dire, il y a cette notion aussi de double casquette qui est arrivée. Enfin, des fois, formateur et coach, formateur ou moi, je suis médiateur. En fait, ces métiers annexes, pas tous, hein, mais je crois souvent, sont des métiers qui sont vraiment
sur la posture. Moi, en tant que médiateur, en fait, on travaille énormément justement notre posture relationnelle et émotionnelle, donc l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et ça, en fait, bah, ça vient enrichir, c'est-à-dire mon métier de médiateur est venu enrichir énormément mon métier de formateur. Et je crois qu'en tant que formateur, on peut tout au long de notre vie vraiment continuer à se former justement sur ces compétences-là, à les piocher. Et là, il existe à la fois plein de méthodes, plein d'outils, soit on se spécialise, soit on pioche un peu à droite à gauche, mais tout ça avec l'objectif de se dire, je travaille ma posture, parce que dans un groupe, on est toujours chahuté, le public change, le public d'il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, en intra, en inter. Donc voilà, effectivement, moi, la communication non violente ou bienveillante, c'est mon cœur de métier. Donc ça me fait travailler énormément la posture, mais il y a aussi, j'ai appris dans le cadre de ma formation de médiateur, j'ai pu apprendre quelques notions, je dis bien notions, hein, de questionologie, enfin voilà, donc d'aller apprendre Ouais. au niveau, poser des questions pertinentes et sans être intrusive. Il y a la facilitation graphique qui te fait travailler sur la posture de facilitateur aussi, hein, mais voilà, il existe des formations de facilitateurs qui n'est pas non plus la même posture. Et donc, ça nous permet aussi, en tant que formateur, de jongler entre ces différentes postures selon le public que l'on va avoir en face, les attentes du public. À un moment donné, on va peut-être être plus, on va prendre à adopter cette posture de transmetteur. À un moment donné, on va passer à une posture de facilitateur. À un moment donné, on va passer à une posture peut-être de coach, mais que je connais moins, donc j'en parlerai pas, mais autrement de médiateur, où je vais vraiment faire la médiation entre l'objet qui est à apprendre et le public. Et tout ça, bah, on a énormément de méthodes qui existent. Enfin, il y en a qui parlent de PNL, l'analyse transactionnelle, etc., le disque, tout ça, ça permet de se connaître. Voilà. Mais je vais laisser la suite à Laura, parce que j'en ai dit Mais beaucoup. oui, et d'ailleurs, Laura, toi, donc tu as 15 ans de carrière. Est-ce que quand tu t'es dit à un moment donné, bah, je manque de ces compétences-là pour être une bonne formatrice, et comment tu l'as peut-être, enfin, comment tu en as pris conscience? Est-ce que tu as eu un apprenant qui t'a fait une réflexion? Tu l'as mal vécu? Enfin, ça a été quoi un peu le déclic peut-être? Non. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois que mon réseau est vraiment très bas, mais est-ce que c'est bon? Non, ça Ok. marche. Ouais. Donc, moi, alors, j'ai pas eu de réflexion, je crois pas. Pas sur. Enfin, évidemment, j'en ai eu dans ma carrière, forcément, mais pas qui m'ont secoué là-dessus. Je crois que j'ai une appétence de départ pour tout ce qui est quand même euh, technique ou bien-être et développement personnel. Bref, je ne sais pas comment je devrais l'appeler. Donc, je me suis d'abord formée, moi, à la sophrologie pour tout ce qui était gestion des émotions, même si ce n'est pas vraiment l'objet pour les puristes sophrologues, et je m'en excuse. Et ensuite, dans la formation, j'ai vu la limite. Et du coup, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure en arrivant, c'est que j'ai vu ma limite de formatrice experte, technique. Je suis juriste à la base, hein, donc même si j'ai un côté un peu foufou, j'ai un côté très clac, clac, clac. Et il m'a manqué ce côté humain quand même avec lequel j'ai toujours grandi. Donc, je me suis formée au coaching pro et cette formation, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3 ans, ça m'a énormément apporté, je trouve, dans ma posture, dans ma manière d'aborder les questions, dans ma manière de questionner les apprenants et de me dire en vrai, ça ne doit pas venir de moi. Et là, je pense que j'ai beaucoup gagné en qualité, peut-être, mais en tout cas en plaisir d'animer, certainement, et c'est sûr. C'est que j'essaye, et même si je transmets toujours quand même, évidemment, je fais d'abord accoucher par le questionnement et ça me plaît. Alors, bon, ça dépend des gens aussi, hein, et de savoir s'adapter à chaque personnalité quand même et de rebondir toujours un petit peu. Je pense que le Mm. coaching m'a énormément aidé. Alors, j'ai jamais été coach sur le terrain vraiment, hein, mais je me suis servi de cette formation-là pour l'adapter à la formation et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis certifiée DISC aussi, donc c'est 4 couleurs de comportement. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé dans la tolérance, dans la compréhension de l'autre, d'accepter que l'autre, il est dans son cadre et que c'est OK, en fait, et que nous, on essaye de lui apporter autre chose. Et vraiment, d'apprendre à nous connaître, à nous travailler sur qui on est, quoi, comment, etc., ben, ça nous permet vraiment d'accepter les autres individuellement dans le groupe et de travailler sur le collectif. Enfin, je trouve que c'est une vraie force. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans maintenant. Donc oui, ça m'a énormément apporté. Et puis c'est vrai qu'une carrière de formateur sans accroc, sans problème, à part si dans le chat quelqu'un l'a vécu et a fait 30 ans de carrière et que ça n'a été que des pépites et que des choses formidables, dites-le nous, hein, on est curieux. Et ça fait avancer les mauvaises mais oui. expériences aussi. Elles sont jamais Ah bah, dramatiques, hein. Mais c'est ça qui est porteur aussi des fois, de se dire, ah là, peut-être qu'il manque un truc là. ouais, on en revient justement, et c'est super, ça permet de rebondir, mais je crois qu'il y a autre chose qui est très important, qui nous fait travailler, qui permet de travailler en tout cas à la fois notre posture
et nos méthodes, notre construction pédagogique, bah, c'est de travailler aussi sur l'analyse de pratique. C'est-à-dire, en fait, vraiment, en tant que formateur, c'est important de la faire soi-même, mais je crois que c'est très important si on peut s'entourer et la faire par groupe, des groupes d'analyse de pratique ou avec des groupes de pairs ou avec des associations de formateurs. Certains le font. Alors, c'est fait des fois de manière informelle, hein, dans certains groupes, mais ça peut être aussi fait de manière formelle. Et enfin, voilà, moi, je sais que je le fais en tant que médiateur. Je participe à des groupes d'analyse de pratique et ça permet vraiment de grandir en fait à chaque fois parce que ça nous permet vraiment de nous décaler grâce à nos pairs et à la méthode d'analyse de pratique. Ça nous permet de décaler une situation justement qui a pu être difficile, confrontante, désagréable à vivre. Bah, juste de se dire, tiens, effectivement, si je la prends d'un autre point de vue, qu'est-ce que ça vient faire bouger chez moi? Qu'est-ce que j'ai encore peut-être à travailler? Moi, je me souviens d'un auditeur aussi qui m'avait donné une question. Il m'avait mon dernier audit de renouvellement Calliope, sur le questionnaire que je m'envoie à moi-même en tant que formateur, en tant qu'intervenant, il m'avait dit, ça serait bien quand même que vous rajoutiez une question. Ah, je dis: «D'accord». Il me dit: «Oui, c'est est-ce que cette session de formation, vous a, mis en lumière un besoin de compétences, de nouvelles compétences à travailler, quoi?» C'est-à-dire, formuler de cette manière-là, c'est-à-dire, est-ce que, à l'issue de cette session, vous voyez, quelque chose à travailler chez vous ou pour vous? Et j'avais trouvé cette question hyper pertinente. Je me la posais pas comme ça jusqu'à présent, mais voilà, pour moi, ça rejoint cette notion d'analyse de pratique et que tout est apprentissage, y compris ce qui est désagréable. On s'en relève. Enfin, je le souhaite pour tout le monde. Bah, Non, en puis tout cas, ça ouvre il des s'amplifie champs de beaucoup, c'est possibles. sûr, hein. Ouais. Ça Après, il y ouvre a les il y a un champs de point qu'on n'a possibles pas, parce qu'on peut aller s'orienter sur plusieurs volets, en fait, soit le technique, soit les soft skills, soit la... Et en fait, c'est ça aussi, être formateur, c'est se former régulièrement sur différents volets. Et et je vois alors, juste une question, pardon, ouais. une intervention de Pascal Carella qui dit dans l'industrie, souvent les apprenants ne choisissent pas d'être en formation, du coup la posture est souvent délicate. Oui, et c'est Mm. valable au-delà de l'industrie, en intra, moi qui en fais beaucoup. Et en fait, c'est là où justement travailler sur notre posture est hyper important, de savoir aussi, parce que quand on parle de posture, ça veut dire aussi connaître nos limites. C'est-à-dire à quel moment, à un moment donné, je dois essayer d'aller plus loin pour faire vivre la formation à quelqu'un, ou est-ce qu'à un moment donné, ce n'est plus de mon ressort et j'accepte aussi que bah, la personne, elle est là, on l'a obligée à être là, mais elle n'a pas envie d'apprendre. Parce que moi, j'ai toujours eu cette phrase, on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, à un moment donné, comment je fais avec ça pour ne pas pénaliser le groupe, mais pour ne pas non plus me mettre la personne à dos, quoi. Et je crois que ça, c'est un travail, effectivement, énormément de posture et éviter de perdre de l'énergie, des fois inutilement. Donc, c'est ça que Trouver j'allais te ce dire, juste parce milieu. que quand on débute dans ce métier, je pense qu'on a à cœur d'avoir des 5 étoiles de la part de tous les apprenants, donc être Et oui. vigilant sur tout le monde, tout le temps, et ça, je pense que c'est un peu l'erreur de débutant. On ne peut pas Eh ben, toujours... c'est vrai, mais je peux te partager une expérience qui m'est arrivée là en mars, février-mars. Je vais dans un groupe, je me déplace pas souvent. Première fois, je me déplace rarement hors de Bretagne. Je dis ça pour le contexte. J'accepte une mission à côté de Montpellier, donc ce qui est plutôt exceptionnel pour moi. Je suis jamais allé aussi loin en 12 ans pour, pour le travail. Et, et, euh, et on m'a dit, oui, c'est parce que c'est l'équipe qui demande la formation. Et donc j'ai accepté de me dépasser loin et de faire un groupe de 17 personnes, alors que normalement je limite cette formation en communication bienveillante à 8-10 personnes. Donc j'ai fait un effort parce que là, on m'a dit: «Bah non, mais c'est toute l'équipe qui est demandeuse». OK, j'arrive là-bas et en fait, ça démarre pas pareil. C'est-à-dire que, bah, j'avais eu les questionnaires préalables qui m'avaient donné des infos où, a priori, certaines personnes n'étaient pas demandeuses de la formation. Et le matin arrive et finalement, on a passé, 2 heures, ou 2 heures et demie à, tout remettre, je dirais, à plat, vider les sacs de ceux qui avaient envie de vider leurs sacs à un moment donné. Parce que là, il y avait toute l'équipe, le management, dont les 3 personnes qui voulaient pas être là et qui avaient pris cette formation comme une punition. Voilà, et ces personnes-là, à la fin, sont venues me dire merci et eux m'ont mis 5 étoiles. Mais parce qu'il y a eu un travail de fait, en fait, énorme, non pas à gérer le conflit, et c'est là où il faut pas tomber dans le panneau non plus, qu'on n'est pas là pour ça, mais à permettre vraiment cette notion d'expression, de liberté et de pas en avoir peur. Et pour ne pas en avoir peur soi-même, enfin, pas en avoir peur, j'avais par moments, j'étais pas non plus des plus à l'aise à ce moment-là, mais c'est le travail sur la posture qui permet de faire avec. Et ça, je crois que c'est le gros du travail. Oui, puis ça évite de tomber dans peut-être dans le défaut de dire: «De toute façon, c'est l'apprenant qui a un problème, c'est le client, c'est pas moi», Aussi. et de se dédouaner de la part aussi que vous devez prendre en tant que formateur, et
Mais comme tu disais, d'avoir aussi une limite parce que sinon, à la fin, tu t'épuises. Et comme là, le sujet, c'est comment rester au top au bout de 20 ou même peut-être 40 ans de carrière, on ne sait jamais. Je pense à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge pour être formateur? Est-ce que vous diriez qu'il y a un âge pour ce métier? Bah, je trouve que la moyenne, c'est quand même qu'il faut d'abord acquérir une expertise dans un métier quand même. Donc, je dirais qu'on ne peut pas commencer tout de suite, tout de suite. Et en même temps, je ne suis pas sûre. Donc, mais après, de base, on en voit rarement en dessous de 30 ans quand même. Ouais. Mais ah, J'aurais eu la même réponse. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un âge, mais je me souviens, moi, juste quand j'ai démarré ma carrière de salarié, j'étais formé par des formateurs internes et je me souviens que j'avais envie de faire comme eux. Et très vite, j'ai demandé comment on fait pour faire comme toi. Et même quand je voyais des formateurs externes qui venaient, je demandais aussi. Et ils me disaient, bah, d'abord, acquérir de l'expérience. Alors, ça me plaisait pas à cette époque-là. Qu'on me réponde ça. Mais aujourd'hui, je dirais oui, c'est quand même important d'avoir une certaine expérience, en tout cas au moins sur un sujet ou un domaine. Donc après, on peut en avoir, hein. Je veux dire, il y a des personnes, moi, qui ont 20 ans, qui m'apprendraient sur les réseaux sociaux des choses qu'aujourd'hui, donc qui pourraient me former sur ces sujets-là. Je pense que tout dépend de l'expérience, l'expertise que tu as aussi. Par contre, il faut aussi apprendre à former. Et ça, pour moi, ça me paraît évident. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas du tout, en fait, même en préparant le webinaire, on l'a pas évoqué. Et là, ça me fait un petit déclic par rapport aussi à ce qu'on évoque sur OF Connect. La partie formation sur la partie marketing. En fait, la plupart de vous êtes indépendants, donc vous devez quand même gérer votre entreprise. Et finalement, la partie marketing, est-ce que vous vous formez un petit peu quand même ou ça passe toujours un peu à la trappe? Tu vois, je vous sens Je, mal à l'aise. non, ça non, répond pas. J'ai posé la question j'attends de piège. voir, j'attends de voir si Laura veut y Alors, quand aller. je dis marketing, c'est la communication, le design. Ouais, alors, je me suis formée l'année dernière avec le centre BPI, tu sais, là, qui offrait. En tout cas, c'était gratuit avec Réactif. Ah oui, oui, tout On à fait. pouvait avoir accès à communiquer sur Instagram et les réseaux sociaux, etc. Donc, plutôt communication, oui, quelques petits trucs, si c'est ça que tu entends par marketing, parce que moi, je ne suis Oui, pas du tout du milieu. oui, c'est déjà bien. Donc, j'ai C'est déjà essayé bien. les réseaux sociaux, etc. Et en vrai, ce que j'en ai ressorti, alors c'est que je suis assez à l'aise avec les outils informatiques et que donc, j'ai pas tellement appris. Et que ce que j'ai appris, j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai appris des trucs plein sur Insta, par exemple, que je ne maîtrisais pas. Et le truc, c'est que malgré tout, et ce que je rejoins un peu Gwenaëlle, c'est que je suis indépendante, quasi toute seule, pas tout à fait, parce que j'ai quand même des gens avec qui je travaille, donc merci d'ailleurs de m'aider. C'est que j'ai pas le temps de tout développer et j'ai fait des choix. Et moi, j'ai orienté LinkedIn et je maîtrise LinkedIn. Et si je voulais développer Insta, ça me demanderait tellement de temps mais je me suis quand même formée. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, ben, j'ai pas le temps. Ouais, Donc, je comprends. il faut faire des choix pour se préserver. En tout cas, moi, je fais des choix pour me préserver parce qu'on a une montagne de boulot administratif derrière tout ce qu'on fait Oui. en termes d'ingénierie d'État. Et je roule sous l'administratif et je me dis, si en plus je me rajoute un truc, mais par contre, je trouve ça hyper intéressant. Et si on a un peu de temps, et de temps en temps, ça me revient, quoi. Je me suis quand même pris Ouais. un outil CRM, donc un outil pour gérer les, les clients, etc. Bon, j'essaye quand même de Ouais, ouais. travailler là-dessus, mais c'est pas le premier axe. Le premier axe de formation, il est sur l'ingénierie, sur la Oui. posture et sur rester efficace en formation, vraiment. Ok. Oui. Je rejoins et moi je me suis formé, on va dire un peu, mais j'ai eu la chance plutôt de pouvoir participer en tant que bêta-testeur à deux formations, mais très courtes et qui étaient l'une il y a plusieurs années un peu spécialisée LinkedIn. Et en fait, ça m'a appris des basiques le LinkedIn et ça m'a appris des choses à faire sur LinkedIn, ok, mais en fait ça m'a appris des basiques sur comment faire un profil et que finalement on peut apprendre des fois en faisant de la veille sur LinkedIn, en suivant des personnes bien. Hein. Mm. Après, peut-être ce que j'aurais peut-être pu, mais je ne l'ai pas fait, ça aurait été d'apprendre réellement, peut-être s'il existe des méthodes pour vraiment rédiger des posts rapidement, sans perdre de temps, etc. Mais j'ai pas voulu mettre de l'argent là-dedans par peur d'être déçu par rapport à ce que j'ai déjà vu à droite et à gauche. Donc là, c'était plus ça.
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte sur ces formations quand j'ai fait du bêta testing que, bah, en tout cas sur LinkedIn, parce que Mm. c'est mon canal principal, bah, que finalement, à chaque fois, on te donne des basiques et après, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est à toi de bosser, quoi. Donc, en fait, c'est du boulot en vrai. En fait, au-delà de la formation, c'est surtout, non, mais c'est que c'est un boulot. Et en fait, c'est quand tu es indépendant, c'est qu'à un moment donné, c'est du boulot que tu Tu intègres veux, dans ça ton passe planning pas. ou pas. Et Ouais. sinon, c'est quelqu'un qui le fait à ta place. Bien sûr, il y a des Mm. compétences, mais de ce que j'ai vu des formations que j'ai pu voir, souvent, c'est sur des basiques, en tout cas les formations de base. Oui, Après, que tu peux maîtriser toi en te renseignant déjà avec des vidéos YouTube, avec exactement. des contenus e-learning. Tout à fait, ouais. Après, Bon, là où après, j'ai appris oui. des choses, et j'ai fait pareil, bêta testeur, et ça m'a appris des choses, c'est sur un peu l'optimisation de pages de vente de mon site internet. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est juste qu'il faut du temps pour le faire, parce que c'est moi qui fais aussi et qui refais mon site internet. Mais pareil, en fait, c'est je prends des choses et des choses que je prends pas. Parce que dans le marketing, c'est Ouais. pareil, c'est une question de ça plaît ou ça plaît pas. C'est-à-dire, il y a des formes de mode, et donc on te dit, bah, faut un peu que ça colle à ce qui Mm. se fait, etc. Et en fait, moi, il y a des pages, j'ai un gros jugement, mais que je vais dire des pages de vente qui me semblent racoleuses et qui ne correspondent pas à mon image. Et je Mm. veux pas, pour moi, et on dit souvent, on vend pas un programme, on vend une transformation, c'est vrai, mais n'empêche qu'à un moment donné, je suis éthique, je mets un programme et je vends pas des promesses non plus, sachant que après, c'est aux apprenants de faire le boulot aussi, quoi. Donc, je vais pas non plus leur promettre la lune si derrière, ils n'ont pas envie de faire le chemin qui va de la salle de formation jusqu'à la lune, même Mm. si je leur ai donné la méthode. Donc, à un moment donné, voilà, c'est de trouver ce juste milieu. Donc, dans le marketing, j'ai vu plein de choses qui m'ont plu. Voilà, donc, j'ai plutôt fait avec mon bon sens et je travaille surtout la Ok. fidélisation et le bouche à oreille. En fait, Ouais. moi, c'est vraiment majoritairement ça. Et ça, je me suis pas formé pour ça. Oui, ça, de toute façon, c'est du bon sens. Et puis après, c'est la connaissance de tes prospects, de ton public. Et puis, tu maintiens effectivement le lien avec eux. C'est plus simple de faire renouveler une formation à un client que tu as déjà eu que d'aller en chercher un Tout à nouveau. fait. Mais Donc, je vois Jackie qui met qu'il faut rejoindre le groupe marketing. J'y oui, suis et il y a plein de bons tips et il y a plein de trucs, sauf que j'ai pas eu le temps non plus de me mettre dessus, d'y aller. Mais j'ai vu plein de choses Et c'est ça, intéressantes à c'est qu'il faut apprendre. choisir. Faut ouais. choisir par semestre, je dirais, un axe de montée en compétences et pas essayer de tout faire d'un coup. C'est de se dire, ben, quel est le plus important là aujourd'hui dans ma pratique? Quelle est la priorité aujourd'hui, là où j'ai vraiment envie d'aller? Et ça sous-entend aussi ce que disait Gwenaëlle, c'est se poser la question, nous, où est-ce qu'on a envie d'aller? Parce qu'il y a des tonnes de directions possibles, de l'IA au coaching, Gwenaël nous disait, enfin, il ne l'a pas encore évoqué, mais tout ce qui est questiologie, il parlait Ouais. analyse transactionnelle, tous ces trucs-là, c'est possible et c'est utile. Mais c'est d'abord où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Et une fois que ça, c'est un peu déterminé, se demander, ben voilà, où est-ce que et avec qui. Mais je pense que le premier travail, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon métier là maintenant pour les 2-3 années à venir, parce que ça bouge tellement vite. De Mais en toute tout cas, tu façon, n'as pas de projection, Laura, toi, à 10 ans. Tu dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas aller se projeter trop, trop loin. Il faut avancer par cycle de 2-3 ans. Et puis après. alors, encore une fois, je pense que ça dépend des gens. Moi, je me projette déjà à 10 ans en me disant que dans 10 ans, j'aurai plus, ce que je vous disais la dernière fois quand on me préparait, je sais que j'aurai plus l'énergie qu'aujourd'hui je suis capable de donner en formation parce que Ouais. en formation, on donne de l'énergie énormément et j'ai pas envie de perdre cette énergie-là et je vais la perdre. Et donc, je commence à projeter une autre manière de travailler, une autre manière de proposer, une autre manière de collaborer pour Ouais. peut-être déléguer de plus en plus des sujets, etc. Parce que je sais bien que là où avant, je pouvais animer 3-4 jours par semaine, aujourd'hui, j'en anime 2 parce que je n'ai plus la force. Enfin, j'ai plus la force. Si, mais je suis En fait, c'est fatiguée. une vraie question. Non, mais c'est ça, on n'en a pas parlé, mais on parlait d'un âge Ouais. limite. Je pense qu'on peut faire ce métier très tard, mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer sur l'énergie physique aussi que tu as au bout d'un certain temps. Et c'est comme être prof. Hein. Moi, je vois des instituts qui ont 60 ans. Elles enseignent un peu différemment, c'est sûr, et c'est normal. C'est normal. En fait, moi, je crois que ce qui est important, Ben justement, oui, tu vois, dans l'échange qu'on a là, je pense que c'est important de se projeter vers là où, en fait, non pas à quoi va ressembler le monde de la formation dans 10 ou 20 ans, parce que c'est difficile, même si on peut essayer d'émettre des hypothèses, mais par contre, où est-ce que nous et comment est-ce qu'on se voit travailler dans 10 ou 15 ans, comme le dit Laura? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te poses cette question-là, tu pars de toi. Donc déjà, en fait, tu vas pas trop te tromper. Parce que tu vas dire dans 15 ans, est-ce que j'ai envie, je sais pas, pour ceux qui sillonnent les routes de France, est-ce que dans 15 ans, ils ont toujours envie de sillonner les routes de France?
Et si la réponse est non, en fait, ça se prépare maintenant. Et quand ça se prépare, finalement, on est notre propre RH. Donc, on doit se faire aussi notre plan de formation et notre plan d'adaptation de carrière. Donc, en fait, c'est aussi comment je vais diminuer mon temps de travail. Est-ce que je vais, du coup, l'intérêt de se dire, tiens, je vais peut-être me former au marketing parce que je veux, je sais pas moi, il y en a qui font essentiellement du présentiel, mais qui n'auront plus envie d'aller faire des formations en intra de 2 jours ou autre, plus une inter par semaine, etc. Donc, tiens, j'ai bien envie de faire du distanciel. Donc, en fait, il y a vraiment tout ça, de se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'on se voit, nous, animés? Comment est-ce qu'on Oui, se voit dans nos semaines? Et à partir de là, on peut se faire un peu notre projet de formation. Moi, je sais que si je me suis formé à l'IA, à la facilitation graphique, c'est parce que je sais qu'il me reste encore, grosso modo, mes 20 ans, un peu moins, mais 20 ans de travail. Donc, c'est pas tout à fait 20, mais pas loin. Donc, enfin, on ne sait jamais avec les réformes, oui. mais, C'est ça. mais bon, grosso modo, donc si je dois faire ça pendant 20 ans, parce que je ne me vois pas forcément faire autre chose, comment je me vois dans ces 20 ans? Un, être toujours quand même, je dirais, d'actualité et non pas un formateur has-been quand même. Lifting. Et en même temps, ma manière de travailler qui va devoir s'adapter, quoi. Et parce que les gens qui arrivent sont de plus en plus jeunes en formation. Et nous, on est quand même, on vieillit pas si vite, mais quand même, on rajeunit pas. Donc, on s'écarte un peu des jeunes qui arrivent sur le Ouais. marché du travail. Et dans la gestion de ces gens-là, ce n'est pas la même manière de les gérer, eux, en tout cas de gérer un groupe de cette manière-là, que ce que ça l'était il y a 10 ans. Ben voilà, donc tout ça, on est obligé d'adapter. Et je pense que travailler sur la posture, c'est quand même hyper intéressant. Au-delà des outils, moi j'adore tous les Ouais. outils, etc., évidemment. Mais cette posture, qu'est-ce que j'en fais? L'outil, c'est un outil. Le reste, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le. Donc, c'est des choix. Mais oui, il faut continuer à se former si on veut continuer. Oui, Et les après, il y a jeunes souvent nous deux aident à Voilà, rester vous jeunes. restez jeune. Ouais, c'est pas mal comme phrase. Et Et il y a puis, souvent deux chemins ouais, de choix, je trouve. Il y a le choix du formateur sur l'aspect pédagogique, sur l'aspect de la manière d'animer et de construire. Donc voilà. Et il y a les choix suivant notre statut. Mais si jamais on est indépendant, le choix entrepreneurial de où est-ce que je vois mon entreprise, comment je l'amène, est-ce que je me fais aider, est-ce que je délègue des choses, est-ce que j'en fais moins. Et ça, c'est des choix plus entrepreneuriales, mais qui sont importants de prendre en compte, quoi. Donc, d'où le marketing, la clientèle. Est-ce que ce que je fais, je sais pas, par exemple, des formateurs de formateurs, il y en a de plus en plus aussi, par exemple. Donc, quel angle d'approche je prends? Et donc, du coup, je peux aussi me spécialiser à l'intérieur de la formation de formateur. Je peux aussi dire, demain, je suis spécialisé en neurosciences et pédagogie. On en a pas trop parlé tout à l'heure, mais on C'est voulait une en parler. question C'est intéressante. un point, et donc ça veut dire qu'il faut être aussi compétent dedans et donc se former. Donc voilà, c'est autant de sujets qui peuvent nous aider. Et j'ai vu un commentaire juste qui m'a fait rire et je le partage, c'est va falloir passer de LinkedIn à TikTok. Dans ce cas-là, ça sera sans moi et c'est un choix que je fais. Mais Oui, je ne pareil. suis pas sur Pareil. Pour TikTok et je l'instant, n'irai pas. je suis pas prête. Je suis pas prête et je le serai peut-être jamais non plus. Et je laisse ma place à Euh, d'autres. Et la neuroscience, ça me fait rebondir aussi sur le fait que donc voilà, tous ces sujets-là qui sont intéressants, importants et qui avancent quand même au fil du temps sont des sujets qui intéressent complètement le formateur. C'est-à-dire, c'est pas juste notre expertise et dire on transmet quelque chose, c'est comment je le transmets, à qui. Et comme j'ai un public très différent et qu'on a tous des manières d'apprendre et on a tous des. Et en fait, bon, après les neurosciences, je n'y connais pas suffisamment pour m'étayer dessus, mais je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai lu des articles, je me suis formée un petit peu. Et c'est des biais voilà, à pas occulter, de dire la formation, c'est pas que notre expertise et un peu de pédagogie, c'est Hmm. notre expertise, des outils pour dynamiser, mais qui restent des outils au service de notre pédagogie, et ensuite une posture qui va aller se travailler grâce à je me connais, je connais les autres, je connais le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement de l'humain qui apprend, et donc tout ça, les neurosciences, etc. Et juste pour finir, et après, c'est aussi le sujet dont on parlait et dont on parlait cette semaine avec des personnes qui suivent ma formation, et je pense que j'ai une personne qui est là aussi, c'est tout ce qui est rendre accessibles les formations. On en parlait juste avant de démarrer. C'est cette accessibilité-là aussi des formations qui va devenir un enjeu et qu'il va falloir travailler aussi. Dans quelle mesure je peux rendre mes formations accessibles dès le départ et comment est-ce qu'on peut le valoriser et le travailler derrière. Parce que c'est important, on ne peut plus occulter les atypies, etc., qu'avant on connaissait oui, peu finalement. Et maintenant, tout ce qui est handicap et handicap invisible, c'est venu, c'est vrai. on connaît.
on commence à connaître, on commence à comprendre ou à entrevoir quelque chose, et c'est intéressant d'aller le travailler. C'est un autre axe de formation. On a d'ailleurs on a Aurélie Fonta chez WF Connect qui fait des formations sur les apprenants neuroatypiques. Donc ça c'est pareil, que vous pouvez choisir parce qu'ils sont quand même assez nombreux finalement. On ne le sait pas forcément, mais là pour le coup, ça décline plein d'outils, plein de choses différentes. Bien sûr que ça touche aussi justement cette question d'accessibilité, de travailler cette approche de l'accessibilité. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit se former parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément, sur lesquelles nous n'avons pas été formés. Donc, je crois que c'est important parce que ça nous aide, cette notion. Alors, l'accessibilité au sens très, très large, ça va des supports, etc. Mais on parle de handicap, sur les handicaps invisibles, etc. Et ça me fait juste rebondir, mais il y a une question qui m'est adressée de Fabrice. Et il a entendu une phrase: faites attention à ce que vous dites, car vous ne savez pas ce que les apprenants ont traversé comme épreuve. C'est vrai. Et comme il le dit, ça lui a fait bizarre, parce qu'il dit, en même temps, je ne suis pas responsable des traumas qu'ils ont et je ne peux pas leur demander la liste de leurs traumas en début de formation. Donc, comment faire sur des sujets sensibles? Moi, j'aime bien dire souvent que je reste moi-même et que je peux rebondir ou pas si les personnes me laissent entrevoir certaines choses. Et je vais rebondir et je m'excuserai sans aucun problème s'il y a quoi que ce soit. Et sinon, j'aime bien dire, si je sais que ce que je vais aborder peut être sensible parfois, ou si j'imagine que ça peut être sensible, dans ce cas-là, je le dis au départ, selon bien sûr le vécu de chacun, ce que je vais dire est à nuancer en fonction du vécu et des expériences de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est juste très important de pouvoir le rajouter avant ou après votre phrase. Je crois que c'est juste le petit truc tout bête, mais qui permet de dire, voilà, je peux pas m'adapter à tout le monde, puisque là, dans le sens où je connais les vécus de tout le monde, mais je peux au moins dire que ce que l'on dit est à nuancer. C'est comme depuis tout à l'heure ce qu'on dit Laura ou moi. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'être vigilant en disant, ce n'est que mon point de vue sur certains points et que ce n'est pas la vérité, quoi. Enfin, je crois qu'un formateur ne détient pas la vérité. Ah ben voilà. il a été exclu. Mais je rejoins ce que dit Gwenaëlle. Tu as disparu, Gwenaëlle. Oui. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé aussi, moi que j'avais envie de creuser un peu avec vous avant qu'on se quitte. Il est déjà 52, mais est-ce que vous trouvez que c'est aujourd'hui un métier où l'engouement est toujours là? On est aujourd'hui, je crois qu'on est à 120 000 NDA, mais bon, beaucoup de NDA qui ont été créés récemment par rapport à la sous-traitance. Donc, c'est pas qu'il y a vraiment plus de formateurs en France aujourd'hui. Mais est-ce que vous voudriez que c'est un métier qui peut peut-être un jour péricliter, ou au contraire, qui va toujours y avoir autant de personnes qui, à un moment donné dans leur carrière, voudront faire ce métier? Moi, je n'ai pas l'impression que ça décline. Alors, en plus, en faisant des formations de formateurs, je les vois arriver. Tu les vois, toi? Beaucoup après 40 ans, souvent sur une reconversion, sur un ras-le-bol aussi d'un métier quotidien, etc. Enfin, quotidien, un quotidien d'entreprise, salariat, etc. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'envie de transmettre est la première raison pour laquelle les gens se mettent là. Et vers 40-50 ans, il y a une espèce d'envie. J'ai pas l'impression que ça périclite. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ça me donne. Je partage pour former des formateurs depuis 10 ans. J'ai l'impression plutôt que ça s'accélère. Moi, j'ai jamais vu autant de demandes de formation de formateurs. Donc, je pense que ça fait. Aujourd'hui, par contre, c'est un point peut-être à se poser. Et ça, on en parlait un petit peu lors du premier webinaire, mais c'est quand même beaucoup de bilans de compétences ou de gens en reconversion, des fois se disent, tiens, je voudrais bien être formateur, ou des fois ne se voient plus travailler dans leur entreprise parce qu'ils travaillent là depuis 15-20 ans, et je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps encore, se disent, là, il me reste 3-4 ans avant la retraite, je fais bien de la formation, quoi. Et en fait, il y a un gros point de vigilance, c'est juste se dire, OK, faire de la formation, d'accord, mais dans quel cadre, comment, et puis surtout, se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Il y a une vraie question à se poser, et donc de savoir c'est quoi le métier, et puis surtout de savoir que sur le marché de la formation, je suppose, là j'ai pas les chiffres, mais a priori il y a quand même pas tant que ça de salariés en tant que formateur. Et donc, non, très peu. Donc ceux qui veulent se lancer là-dedans. Il y a quelques-uns, mais oui, c'est pas la majorité, c'est sûr. Oui, c'est plutôt un métier effectivement que tu pratiques en sous-traitance, en freelance. Oui. Donc en fait, c'est vraiment de se poser toutes ces questions au démarrage, mais il y en a quand même beaucoup. Donc je pense que là, il y a un vrai travail à faire plus au démarrage sur le projet professionnel avant même de se dire être formateur ou pas. Mais ça périclite pas. Et alors, l'IA n'est pas près de nous remplacer.
que c'est un métier qui a l'air facile. En effet, il y a des écarts des fois entre les gens, l'image qui s'en font. Enfin, moi, il y a 15 ans, les gens me disaient, Laura, tu ne travailles pas, de toute façon, tu ne fais rien. Non, bien sûr. Ah, waouh! Comment dire? Certainement que je ne Mais gagne pas assez pareil. pour tout ce que je fournis, ça, je comprends, mais non, non, non. Donc oui, c'est pas un métier forcément évident. Mais on disait Et ça aussi beaucoup des profs, hein, Laura. Hein. Tu te rappelles, les instits, comment? mais ils ont plein de jours Je de vacances. détesterais être prof. Ah, je pourrais pas non plus. Quelle horreur. Bon, Ah, bref. donc un Je formateur, sais plus ce que- automatiquement, n'aimerait pas forcément être prof. Ok, bon, bah, Ah bah, très en bien. tout cas, moi non plus, parce que c'est Ah, pas le même public, parce que c'est pas du tout la ah, même je chose. Tu prépares détesterais des heures ça. de cours, tu fais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, tu changes de classe, c'est pas la même génération. Ah, Enfin, ça n'a rien à c'est voir pas en la fait. même chose. Non, 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 non. Ah J'ai non, non, toujours eu non. Puis tendance c'est très opérationnel le à métier de apparenter les deux. formateur, hein. Mm. Moi, c'est vraiment métier, terrain, boulot. Pour moi, c'est pas du tout la même chose d'apprendre à des enfants qui apprennent, qui sont là pour apprendre et d'apprendre à des adultes qui veulent apprendre pour le mettre en place sur le terrain. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très opérationnel. C'est vraiment, donc, non. Alors peut-être que les Et profs et les instituts auraient à apprendre de vous alors, plus que. bah, C'est pas le même métier. ouais, c'est pas le même métier. Et en fait, moi, j'aurais du mal de par la charge de travail et la charge mentale, parce qu'en fait, quand tu passes aussi d'un groupe à un autre, enfin, comme ça, des fois, d'une heure à tu fais 1 heure ou 2 heures de cours, tu vas passer à un autre groupe. Enfin, je veux dire, ton cerveau, il a à peine le temps de switcher, de machin. Tes cours, ils sont tellement coupés. Enfin, voilà. Euh, Moi, je tire mon chapeau. Je suis vraiment admiratif Ah de ce oui. qu'ils sont capables de faire. Vraiment. Non, c'est pas. Ça, c'est clair. Et juste, il y en a plein qui mettent l'IA, l'avenir, pas sûr, enfin, que ce Oui. soit encore rémunérateur d'être formateur d'ici 10 ans. Bah, moi, je crois qu'en fait, ce sera peut-être plus rémunérateur d'être bon formateur dans 10 ans. Ouais. Euh, Parce que, en fait, pour moi, l'IA va vraiment peut-être apporter des choses, va changer, va bouleverser certaines choses, mais ça remplacera pas l'humain. Et là, Et c'est ça là qu'il faut remplacera travailler pas la ce qui se passe en posture. formation, la posture et le lien. C'est une qualité de lien dans une formation. La qualité à créer alliance avec le groupe, bah ça, c'est pas l'IA qui peut le Hmm. faire, quoi. Non, non, l'IA va nous permettre d'aller plus vite dans tout ce qui est ingénierie, d'avoir d'autres idées, de développer peut-être des choses qu'on n'aurait pas pu Ah oui, développer, des jeux pédagogiques qu'on n'aurait pas eu le temps de faire. Il y a plein des vidéos. Encore une fois, moi, dans les e-learning, maintenant, je mets en place des vidéos sur des outils, etc., que j'aurais pas eu le temps de mettre en œuvre. Mais après, l'humanité et la posture, pour l'instant, en tout cas, dans les quelques années qui viennent, a priori, mais on ne peut jamais préjuger de rien, on est quand même encore pas mal. Mais du coup, travailler notre posture, notre lien à l'autre, notre ah oui. plus-value par rapport à du technique pur. Moi, Oui, et l'IA m'a puis, permis là récemment de davantage personnaliser encore plus mes Mm. formations au public, parce que bah, j'ai des jeux qui existent, que j'ai faits, et à un moment donné, ça demande tellement de temps que de les refaire, parce qu'un public est différent dans un domaine d'activité ou à l'autre, enfin, t'as pas le temps. Donc j'avais des jeux un peu génériques, parce qu'à un Mm. moment donné, ce qu'on veut travailler, c'est la compétence, et c'est pas tant la compétence précisément au sujet, au contenu, mais du coup, on peut travailler la compétence, bah, elle peut être bien plus travailler si elle est encore plus avec des exemples du terrain. Donc effectivement, l'IA peut t'aider t'accélérant, en te donnant des contenus que tu vas pouvoir retravailler, ajuster. Et ça, c'est un plus, quoi. oui, et puis vous êtes le produit d'une société aussi. Là, en 2025, on en parlait quand on a préparé le webinaire. Enfin, les apprenants, le monde du travail, peu importe l'âge, hein, aujourd'hui, tout doit aller vite. Les gens sont un peu pressurisés, ils n'ont pas le Ouais. temps. La temporalité de tout diminue et l'attention aussi diminue. Du coup, bah, vous êtes les premiers aussi à constater ça et vous ne pouvez pas juste vous dire, bon, ben, OK, c'est comme ça, on va juste subir et puis on verra bien. Vous devez aussi mettre un petit peu de lumière dans tout ça et dire, OK, on va Oui, faire mais notre tu part, vois, quoi. moi, l'IA ou les outils numériques m'aident beaucoup aujourd'hui dans mes formations, dans le travail, en tout cas pour les formations que je donne, ça dépend des Mm. sujets aussi forcément et des domaines, mais m'aident beaucoup dans la partie cachée de mon travail de formateur, c'est-à-dire dans la partie de préparation, de construction, etc. Ouais. Euh, ou si je fais du distanciel dans la partie animation, parce que dans les parties un peu e-learning ou activités en asynchrone, ça va m'aider, et même en synchrone, bien sûr, parce qu'on utilise des outils informatiques. Mais par contre, j'ai énormément de retours là, surtout cette année, encore plus que les années précédentes. Mais cette année, j'ai eu plein de retours de personnes qui m'ont dit: «Qu'est-ce que ça fait du bien une formation sans, outils numériques, et sans PowerPoint». C'est-à-dire comme maintenant, moi, mes affiches, en facilitation graphique, je les fais en live avec les personnes. Il y a plus de diapos. Mes diapos, c'est les affiches que je co-construis avec eux et que je peux améliorer. Et bah, à chaque fois, ils veulent partir avec les affiches ou les prendre en photo, mais ça, je le fais, je les mets dans 18 formats.
parce que là, j'ai l'extranet apprenant, donc c'est top pour Ouais, ça. Mais du coup, ils adorent ça et plusieurs m'ont dit: «Non, mais ça fait du bien, ça repose les yeux, ça repose le cerveau» et en fait, je crois qu'aussi, on va pouvoir plus il y a d'outils numériques au quotidien, plus les formations, certaines en tout cas, vont pouvoir être un tout à fait. espace aussi sans numérique pour un peu ralentir et je crois qu'on peut contrebalancer, ça peut faire du bien Exactement. justement à Ouais, l'humain, ouais, ce que l'IA ne permettra pas. tout à C'est pas fait. l'IA qui va te faire ralentir. Et vous, Non, en tant que ce sera formateur, dans du coup, vous l'ingénierie pouvez où elle faire va comme t'aider et puis c'est tout. Après, on peut complètement. ouais. Eh ben, c'était top. Merci en tout cas à tous les deux pour ces échanges passionnants. En tout cas, nous, chez Digiformat, on soutient les formateurs. On sait que, on le dit souvent, mais voilà, il y a Calliope, il y a tout le travail administratif, le travail des dirigeants d'OF, mais il y a aussi toute la part sur le terrain avec les apprenants et c'est vous qui la menez au quotidien et on sait que c'est pas évident. Surtout là, une pensée pour ceux qui animent avec la canicule. C'est encore beaucoup d'énergie à fournir et c'est pas facile. Donc toi, tu es déjà en vacances, hein, Gwenaëlle. Toi, tu te Oui, préserves, c'est Oui, mais bien. c'était Voilà. c'était Non, la non, coupure, exceptionnelle, non, non, mais c'est très bien. oui, C'est savoir aussi poser ses temps de repos et pas trop donner parce que il faut tenir. Et toi, Laura, tu es en vacances bientôt, là, à la fin du mois. oui, à la fin du mois, mais Voilà. ça va arriver vite. Non, là, je suis un peu speed, mais ça va arriver vite, juillet. Après, je ralentis. Ça va être Bon, ben, reposant. super. Ben, moi, je vous renvoie sur merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci Merci à beaucoup à vous. tous. Je vois là, merci. Il merci. y avait Julia aussi de Digiformag, Oui, tous mes collègues de Digiformat. On se retrouve sur OF Connect aussi pour poursuivre les échanges. Puis on fera d'autres sujets à la rentrée. Dites-nous ce que vous voudriez qu'on aborde. Les neurosciences, c'est vrai que ça plaît beaucoup comme sujet. Je pense qu'on pourra refaire intervenir des experts de cette thématique. La posture, on pourra en reparler, ça aussi. Je pense que ça. Ouais, effectivement, les neuros. Il y a plein de choses à dire. Et puis, voilà, il y a encore plein de Se sujets qu'on va remettre en pouvoir question, aborder, hein. Et la remise en quoi qu'il question, oui, arrive. c'est ça. Bon, ben, il y a merci en tout l'analyse de cas. pratique pour ça. Oui. Allez, bonnes vacances, bel été à tous. Et puis, on se retrouve à la rentrée, en forme, avec encore plein d'idées et plein d'apprenants. Voilà, allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir.